que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. André Malraux. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Vous avez peut-être vu, il y a une dizaine d'années, le très beau film d'Alain Resnais, Mon oncle d'Amérique, avec dans les rôles principaux Nicole Garcia et Roger Pierre, ils s'aiment, mais comme on dit, d'un amour impossible, et aussi Gérard Depardieu, dont les malheurs ici sont essentiellement d'ordre professionnel. Mais la véritable vedette du film, pour une fois, ce n'est pas un acteur, mais un docteur. Et ce docteur, ce soir, est avec nous. Docteur Laborie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aujourd'hui l'un des médecins les plus célèbres au monde, une notoriété que vous ne devez en grande partie qu'à vous-même, à vos travaux tout d'abord. C'est vous, en effet, qui, au début des années 50, avez le premier saisi l'importance d'une molécule qui allait, comme on l'a écrit, changer la folie, la chlorpromazine. Le Largactil, c'est le nom de ce médicament révolutionnaire, le tout premier tranquillisant au monde, était né. Et presque simultanément, vous mettez au point la technique de l'hibernation artificielle qui, elle, va bouleverser la chirurgie. Après la chlorpromazine, d'autres drogues naîtront de vos recherches à destination de l'anesthésie, de la cardiologie et de la psychiatrie. Et ainsi, tout au long de votre vie, vous n'avez cessé d'explorer les mécanismes de la vie, depuis la molécule jusqu'aux comportements humains. Vous avez même créé une discipline nouvelle, l'eutonologie, l'étude spécifique de l'agressivité, qui illustre les travaux du laboratoire que vous dirigez à l'hôpital Boucicaut à Paris, travaux dont s'est inspiré justement Alain Resnais pour Mon oncle d'Amérique. Connu, vous l'êtes aussi grâce aux nombreux livres que vous avez publiés, de l'agressivité détournée à l'esprit du grenier, en passant par Éloge de la fuite, La colombe assassinée, ou encore Dieu, Dieu ne joue pas au dé. En fait, rien de ce qui est humain n'échappe à votre curiosité, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, comme en témoigne ce nouveau livre, Étoiles et molécules, écrit à deux plumes, ou plutôt à deux voix, avec la star incontestée de l'astrologie, Elisabeth Tessier. C'est à la plume électronique que je vous invite maintenant à écrire comme bon vous semble, nom de Dieu. Alors, docteur Laborie, en guise de titre, c'est plutôt un non-titre, alors expliquez-vous. Si on appartient au monde païen, on peut écrire le nom de Dieu au pluriel, il y en a plusieurs. Si on appartient à une des religions monothéistes, on l'écrira au singulier. On peut même l'utiliser, nom de Dieu, comme juron, blasphématoire. Mais personnellement, je pense que c'est un terme Dieu qu'il faut éviter de prononcer. Pourquoi? Pour la simple raison que dès qu'on met un mot sur un concept, on le chosifie. Et que, vous voyez ce qu'on a fait de Dieu? On a fait un monsieur qui se balade sur des nuages avec une grande barbe. Et c'est vraiment ramener Dieu, puisque vous l'appelez par son nom, comme ça, et ramener Dieu à la grandeur de l'homme. En fait, je pense que ce Dieu est, suivant le terme étymologique, le sens étymologique du terme plutôt, il est ineffable, il ne doit pas se prononcer, il est indicible. Dès qu'on veut mettre un mot sur une notion comme celle-là, on découvre
on va en dire dans une deuxième partie de ce que je veux dire à ce sujet, on découvre d'abord des horreurs. On retrouve des religions. Vous savez, il y a un grand physicien contemporain, un des plus grands contemporains, qui vient de mourir l'année dernière, qui s'appelle David Bohm, qui disait tout ce que l'homme peut connaître actuellement, c'est l'énergie et de la matière, et encore, il se méfie. Mais de toute façon, il y a au-delà de ça quelque chose que nous ne comprenons pas, et qu'on ne peut pas nommer, qu'il a été forcé de nommer. Il n'a pas appelé ça Dieu, il a appelé ça l'holo-mouvement, lui. Mais dès que... Et encore holo-mouvement, ça va très loin. Alors, ce qui me gêne dans ce terme, cette terminologie, dans Dieu, et je pense qu'elle est non seulement suspecte, mais elle est dangereuse, c'est que, et je ne serais pas du tout d'accord, justement, vous voyez, cette phrase qu'on répète, qui est la tarte à la crème actuellement, de Malraux, le 21e siècle, il faudra retourner aux dieux. Les bons dieux, les dieux, on en a eu plein les bottes depuis des millénaires. Et les guerres, les meurtres, bien sûr, actuellement, ces guerres et ces meurtres se font avec des instruments beaucoup plus efficaces qu'à l'époque, qu'autrefois. Mais ce n'est pas les dieux qui ont sauvé l'homme, au contraire. Ils ont mené l'homme au meurtre et au génocide, à la guerre, à la tuerie. Donc, moi, je pense que c'est cette forme de nomination, je dis nomination, c'est-à-dire cette forme de formuler un concept dans un terme qu'on appelle Dieu, aboutit forcément à l'intransigeance. Regardez, il y a quelqu'un qui a parlé pour l'espèce, pour tous les hommes, c'est le Christ. Avec Socrate, c'est peut-être le seul, c'est même sans doute le seul. Mais regardez ce qu'on en a fait, on a fait des religions. Et quand on fait toute une histoire de la conquête de l'Amérique par Colomb, comme cette année, et quand on voit ce que l'Église catholique a fait comme génocide des Indiens d'Amérique, on se dit que vraiment le malheureux Christ, qui était venu pour les hommes, il n'était pas venu, on n'a pas compris, et on a tué les Indiens au nom du Christ. Et au nom d'un Dieu aussi, on a tué les protestants. Et eux-mêmes, les protestants et calvinistes, ont tué, au nom de leur Dieu, dans le monde entier, des ethnies et des gens. Alors, ce Dieu, moi, je ne pense pas que c'est à lui, à ce mot de Dieu, et au Dieu, que le 21e siècle devra recourir. C'est autre chose, pour entendre le dire. Dans Éloge de la fuite, vous parlez du Christ comme d'un ami. Oui. C'est votre Christ à vous tout seul. Je pense que je le dis d'ailleurs dans ce passage, on m'avait demandé une fois FOI. Et je dis que chacun a son Christ à lui. Moi, le mien c'est un ami. C'est-à-dire que il y a longtemps que j'ai trouvé que le pari de Pascal était une chose ordurière et que échanger sa vie éternelle contre un certain comportement dans l'existence, c'était quelque chose du marchandage de petits boutiquiers de marchands. J'aime pas ça. Alors qu'à un ami, on ne demande rien et on lui demande que son amitié, et ce qu'il accepte de vous, c'est votre amitié. Et le Christ, en plus, a été, quand on pense qu'on lit ses évangiles à la messe et que toute la bourgeoisie bien pensante l'écoute avec recueillement, et quand on voit que les ouvriers de la dernière heure, l'ouvrier de la dernière heure est plus payé que celui qui a bossé toute la journée, oh là, que quand on lui dit à ta mère et tes frères qui viennent, qui veulent pour te retourner au village, et qu'il dit, cette femme je ne la connais pas, ce ne sont pas mes frères c'est vous, ou la Sainte Famille et la Sainte Marie et le petit Jésus. Quand il dit sur la croix, mon Dieu, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est avant Freud, savoir que ces gens agissent d'une façon inconsciente. Quand sur le mont des Oliviers, ce que je trouve le plus étonnant d'ailleurs, il dit, mon père, si vous pouvez m'empêcher de boire cette coupe jusqu'à la lie, il n'est pas parachutiste, il ne sait pas ce que c'est que la virilité et l'honneur, hein, il a la trouille, il est vraiment un homme. Et quand il dit au petit jeune homme riche qui lui demande, j'ai tout fait ce que tu avais dit de faire, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Abandonne tout et suis-moi. Le petit jeune riche, il ne peut pas abandonner tous ses biens. Et le Christ, en s'éloignant, disent les évangiles, l'aima.
parce que c'est sans doute le seul à comprendre qu'il était enfermé dans ses préjugés, ses automatismes culturels et sa notion de propriété. Alors tout est comme ça. Quand Marthe, qui est en train de faire la nourriture, et puis il y a Marie qui est au pied du Christ et qui écoute la parole, et il lui dit, tu as choisi la meilleure part, celle qui ne sera pas enlevée. Pourtant, Marthe, elle est la brave fille qui est en train de travailler pour la communauté. Or, l'autre est en train d'écouter la parole. Quoi? C'est la connaissance. Et c'est ça qui ne lui sera pas enlevé, c'est le connaître, savoir, comprendre, etc. Alors, c'est un parfait anarchiste qui a été torturé beaucoup plus après que sur la croix. Parce qu'il a été trahi. Entièrement trahi. Hein, ça, et il est encore tous les jours trahi. Nous le trahissons tous les jours. Vous aussi? On est forcé, nous vivons dans une société où c'est comme Pierre au 3e chant du coq. Hein, nous sommes dans une société où si vous ne trahissez pas, on vous supplicie, on vous crucifie. Diriez-vous que vous êtes chrétien sans Église? Mais qu'est-ce qu'on appelle l'Église? L'Église, c'est l'ensemble des gens, l'ensemble des hommes, même pas des catholiques ou des chrétiens. L'Église, c'est l'ensemble des hommes. C'est l'assemblée, c'est vrai. C'est une assemblée. Alors c'est ça, je fais partie d'une Église, l'ensemble de l'humanité, mais le gosse du diaphragme en train de crever, c'est mon Église. Hein? Pas plus que l'abbé Pierre, que j'aime beaucoup, qui est un homme, un saint, ou Mère Teresa, moi je veux bien. Et c'est ça mon Église. Mon Église, c'est vous. C'est tous les gens, même qui me détestent. Les gens qui me détestent, c'est mon Église. J'essaierai d'en être digne. Vous écrivez dans Éloge de la fuite toujours, « Je serais tenté de dire que l'angoisse fut à l'origine de la foi. » Oui, je pense. Oui. Je pense. D'abord, ça a été l'origine des mythes. Imaginez ces hommes du paléolithique d'abord, puis du néolithique, qui, dans un monde qui ne comprenait pas. Alors évidemment, ils ont essayé d'expliquer ce qu'ils ne comprenaient pas. Alors ils ont mis là-dessus des divinités, c'est pour ça que le paganisme a été d'une richesse poétique étonnante. J'ai 3 bouquins de mythologie chez moi, parce que vraiment, la mythologie, je m'y replonge tous les jours, c'est une parfaite poésie. Ces gens étaient des écologistes avant l'heure. Ils vivaient avec la nature. Et de ce fait, vivant avec la nature, ils avaient un comportement qui était angoissé parce qu'ils ne comprenaient pas la nature. Alors, ils ont cherché une explication. Et ces explications, ça a été les mythes, puis plus tard, ça a été les religions. Et maintenant, c'est la science. La science est un mythe et une religion aussi. J'en fais partie. Docteur Labourie, lorsque je vous ai demandé de choisir l'image qui, selon vous, était la plus importante du siècle, vous n'avez pas hésité longtemps, vous avez tout de suite choisi un enfant d'Éthiopie, du Biafra ou de Somalie comme celui-ci. Pourquoi? C'est une longue histoire. Je pense que c'est ce qui représente le XXe siècle, mais c'était l'arrivée, c'est un aboutissement. Là, si vous me donnez quelques minutes, je voudrais très rapidement partir du paléolithique, c'est-à-dire, vous voyez, il y a très longtemps, jusqu'à où finalement les gens, il fallait un peu comme les Esquimaux d'aujourd'hui, pour vivre, il fallait que c'était pas tellement simple. Puis à la fin du paléolithique, c'est-à-dire à la fin de la dernière glaciation, le Würm, s'est établi dans nos zones tempérées autour du 45e parallèle, dans l'hémisphère nord, un climat dit tempéré. C'est-à-dire que l'été il faisait beau, l'hiver il faisait froid. Et de 10 000 à 6 000 ans, l'homme progressivement a trouvé le moyen de se fixer au sol. C'est les femmes qui ont sans doute trouvé l'agriculture, Cérès, toute la mythologie antique. C'est les femmes qui ont imaginé, pendant que l'homme était à la chasse, chasseur-cueilleur, planter une graine, ça poussait, etc. De même, c'est elles qui
sans doute, il y a eu les femmes qui ont découvert que, au fond, quand on prenait un petit animal sauvage très tôt, après la naissance, et qu'on s'occupait de lui, qu'on était gentil, qu'on lui donnait à manger, ça devenait un animal domestique. Ceci en passant, entre parenthèses, quand on nous raconte que l'homme est un animal et que les animaux sont agressifs, c'est faux. Quand on est gentil avec un animal, et ça, nous le savons, hein, ben, on fait d'un animal, d'un loup, on fait un petit chien à sa mémère, d'un tigre ou on fait un chat, et d'un buffle, on fait un bovidé bien gentil. Alors, les hommes se sont établis au sol quand ils ont découvert l'agriculture et l'élevage, et en particulier dans les régions, parce qu'on ne connaissait pas l'irrigation encore, dans les régions en croissant fertile, c'est-à-dire l'embouchure du Tigre et de l'Euphrate. Et ils ont commencé à cultiver, ils se sont trouvés une transformation totale. C'est-à-dire qu'ils ne craignaient plus l'hiver, ils attendaient l'hiver les pieds au coin du feu, avec leur stock de grains, leur stock leur viande sur pied, parce qu'on ne savait pas saler la viande à coque, et avec le bétail. On est déjà au néolithique, là. Oui, le mésolithique, c'est-à-dire entre le 10 000 et 6 000 ans. C'est ça. Ça s'est bien fixé à partir de 6 000 ans. Mais ça a donné, évidemment, ce bien-être nouveau a donné un bond démographique considérable. Et très rapidement, les espaces cultivés, l'espace dans lequel... Ça a donné une chose en passant, d'ailleurs, comme dans les premiers êtres multicellulaires, une spécialisation. Il y a les gens qui faisaient s'occuper de la culture et les autres qui s'occupaient du tissage, les autres de construire des maisons, etc. Donc, spécialisation. Et très rapidement, il n'y a pas eu suffisamment de nourriture dans l'espace cultivé pour ces gens-là qui devenaient de plus en plus nombreux. Alors on a été à côté, où il y avait d'autres groupes. Jusqu'à cette époque-là, les paléontologistes sont formels, on ne trouve pas de lésions squelettiques dues à une agression guerrière. D'ailleurs, on ne trouve pas d'armes. Elles apparaissent au moment où la notion de propriété apparaît. Qu'est-ce que c'est que la notion de propriété? Il n'y a pas un instinct de propriété, il n'y a pas un centre dans le cerveau qui fait que, il n'y a pas d'instinct de propriété, simplement que dans un espace, on apprend au contact des choses et des êtres que certaines choses et certains êtres sont indispensables à votre bien-être, à votre plaisir, à votre équilibre biologique. Moyennant quoi, quand vous avez compris ça, vous voulez le conserver pour vous. Et si l'autre veut le prendre, à ce moment-là, vous dites « Ah non, c'est à moi ». Alors il y a compétition. Il y a compétition entre les individus, et qu'on voit jusqu'aujourd'hui, et compétition entre les groupes. Alors là, les groupes, ça devient les guerres. Et à partir du 6 000 ans, c'est-à-dire début du néolithique, les guerres. On dit actuellement les guerres qu'on voit, mais ça n'a pas bougé. Et on verra pourquoi tout à l'heure, j'espère que je pourrai le dire. Ça n'a pas bougé. La Bosnie-Herzégovine, la Yougoslavie, tout ce que vous voudrez, le Nicaragua, le Salvador, etc., tout ça, ou les Khmers rouges, tout ça, c'est les mêmes notions, aussi bêtes, aussi triviales que celles qui ont abouti au néolithique. Alors, les années ont passé, il y a eu toute la période où les grands costauds portaient le Haume et le Haubert, s'occupaient de la protection d'un groupe humain, tout le Moyen-Âge. Et puis, finalement, un beau jour, on s'est aperçu qu'il n'y a pas besoin d'être un grand costaud, qu'en ayant accumulé quelques capitaux avec le commerce des épices ou d'autres choses, on arrivait à avoir un pouvoir, et que les gens qui étaient les descendants, qui faisaient des rondes de jambes à la cour avec des chapeaux à plumes, ils n'avaient plus de pouvoir, ils n'avaient plus aucun intérêt. Donc, c'était la grande révolution bourgeoise où le fric a dominé. Bon. Et puis, nous sommes actuellement à une autre étape encore, c'est que ce n'est plus simplement, bien sûr, c'est toujours l'argent, mais ce qui manipule le pouvoir, ce sont les gens qui ont une information professionnelle de haute technicité, utilisant des mathématiques et de la physique, capables de faire des robots qui font beaucoup de marchandises en peu de temps, et ceux-là sont les technocrates et les bureaucrates qui administrent, qui ont le pouvoir actuellement, sans avoir le capital, mais ils ont le pouvoir parce que dans une société où la dominance s'établit par l'intermédiaire de la production de marchandises, et finalement les guerres actuellement
On appelle ça la guerre économique. C'est après le modèle américain, c'est maintenant le modèle japonais. Et on veut nous faire croire que les écologistes vont transformer tout ça. Mais la première chose à faire, si on veut protéger la biosphère, c'est d'empêcher la guerre économique, c'est-à-dire la compétition internationale économique. Allez donc dire ça actuellement aux chefs d'entreprise. Alors, c'est ça qui aboutit au Biafra. C'est ça qui aboutit à ce qu'un certain nombre de gens sur la planète, autour de ces zones tempérées, ont pu obtenir, dans la compétition, atteindre un degré de technicité très évolué en pompant et en volant les matières premières de gens qui n'avaient pas pu évoluer de la même façon parce que leur espace géoclimatique n'était pas aussi favorable. Docteur Laborie, j'ai retrouvé une interview de vous dans le soir du 7 mars 84 où vous dites ceci: nommé il y a quelques années rapporteur au congrès de l'Association mondiale de psychiatrie, j'ai découvert des gens vivant dans un Éden ignorant la notion de propriété, y compris la propriété de l'enfant et par conséquent l'agressivité. Le paradis sur terre existe bel et bien? Il a existé, maintenant il est en train de disparaître parce que nous avons envahi ces pays-là aussi. J'ai vu un gosse à Tahiti même, dans le sud de l'île, entre deux gendarmes avec des menottes. Je me suis approché, j'ai demandé qu'est-ce qu'il a fait. Oh, on l'a pris en train de voler. Le gosse m'a regardé en souriant, me dit non, j'ai pris. Il avait volé, enfin, il avait pris une tondeuse à gazon, vous voyez le genre, qu'il aurait rapporté le soir. Parce que quand la propriété n'existe pas, le vol n'existe pas. Or, il n'y a pas d'instinct de propriété, il y a une notion de propriété pour s'approprier les choses qui vous font plaisir. Et quand l'autre veut se faire plaisir avec les mêmes choses, à ce moment-là, il y a l'apparition d'une compétition. Vous m'avez rappelé, lorsque nous nous sommes vus pour préparer cette émission, que la première devise de la Révolution française n'était pas liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, propriété. Il a fallu attendre au moins 2 ans avant qu'on le transforme en égalité, un peu en fraternité. Propriété parce qu'il fallait prendre aux gens qui possédaient, c'est-à-dire les aristocrates à l'époque, il fallait prendre les biens. Et on a acheté les biens, on a pris. Hein, la Convention a décidé. Mais alors, qui pouvait racheter ces biens? Les bourgeois, ce n'est pas les paysans qui pouvaient les racheter. Et c'est comme ça que s'est installée la domination bourgeoise à l'époque. Alors revenons une dernière fois à ce gosse africain décharné, dévoré par les mouches. C'est ma faute, c'est votre faute, c'est notre faute? C'est la faute de l'évolution historique de l'espèce qui, et j'aurai à revenir dans un instant parce qu'il faut le dire ça, qui s'occupait uniquement du monde qui était en dehors d'elle, en dehors des hommes, monde physique en particulier, et qui a traité ce qui se passait dans son crâne par des mots et par du langage. Alors, c'est la faute à ça, c'est le système entier qui n'a pas compris pourquoi il y avait compétition. Et d'où venait cette compétition? Les mécanismes de cette compétition. Quand on l'a compris, ben, on s'en méfie, on peut faire quelque chose. De toute façon, il faut bien penser que nous détenons toujours la vérité. Et on la détient librement. L'autre, qui est libre aussi, parce qu'avec cette notion de liberté, et qui est dans l'erreur, parce qu'il n'est pas de notre avis. Donc il faut le tuer. Alors, là, en plus, il y a eu cette notion darwinienne, c'était le plus fort qui gagnait. Donc tous les gens qui crèvent actuellement, c'est parce qu'ils l'ont bien voulu, c'est parce qu'ils n'étaient pas dans le sens de l'évolution, de la dominance économique, etc. Voilà. Darwin ne l'a jamais dit, mais l'exploitation qu'on en fait en particulier, et tout le monde anglo-saxon, de la dominance et de la conformité avec le Dieu, avec la divinité, du monsieur qui réussit socialement, c'est quelque chose d'épouvantable et qui semble avoir été confirmé pour eux, scientifiquement, par le darwinisme et le néo-darwinisme. Le mieux adapté, qu'est-ce que c'est qu'adapté à quoi? Un monde qu'a fait l'homme. Mieux adapté, c'est celui qui survit, qui ne fait plus d'enfants, donc il doit dominer, Voilà. Alors, quand on a compris ça, il y a un tas d'autres choses. Je suis forcé d'être très court là-dessus. Il y a un tas d'autres choses là-dessus à dire. Du coteau qui illumine l'or tremblant des genêts, j'ai vu jusqu'au lointain le bercement des mondes. J'ai vu ce peu de terre infiniment rythmé,
me donner le vertige des distances profondes. Et je dressais tremblant la palme de mon corps vers cette grande voix qui rythme l'univers. Paul Fort. Eh bien voilà, un poème en guise de phrase et un poème d'un de vos poètes préférés. Beaucoup de poètes, il y a beaucoup de poètes, c'est un que j'aime bien, oui. Oui. Alors cette grande voix qui rythme l'univers. Et nous revenons au début. Il aurait pu dire Dieu. Oui. Comme c'est un poète, il l'a évité. Mais bien sûr que c'est ça qui est embêtant chez l'homme, c'est qu'il parle. Lao Tse, paraît-il, dit, écrit ou dit, celui qui sait ne parle pas, et celui qui ne sait pas parle. Et puis comme il a parlé pour dire ça, il aurait mieux fait de se taire. Mais on ne peut pas aboyer, on n'est pas des chiens. Mais à partir du moment où on parle, il faut d'abord toute l'histoire du langage. Vous savez, il faudrait une soirée tout entière pour l'expliquer, pour la développer, pour dire comment elle est née chez l'homme. Ça, l'homme n'a pas toujours parlé. Bref, le langage, on est passé du signe au symbole. Et à partir du moment où on passe du signe, c'est-à-dire tel signe veut dire tel objet, et tel objet n'a qu'un seul représentant, c'est ce signe. À partir du moment où on passe du signe au symbole, on fait ce qu'on veut. Et ça qui est dangereux dans le langage. Quand Ziphi a dit le mot chien ne mord pas, bah oui, mais quand vous entendez le mot chien, ça a été mordu dans votre jeunesse par un chien. Ou si vous êtes une vieille dame qui n'a que son petit toutou pour faire terminer sa vie. Ou si vous sortez de votre voiture et vous mettez le pied dans une crotte de chien, comme il y en a partout dans les rues de Paris, le mot chien, quand vous l'entendez, va évoquer chez vous des images complètement différentes. Le chien, encore, c'est simple. Hein, il n'y a pas à se tromper. Et encore que les espèces de chiens, elles sont nombreuses. Mais dès que vous parlez de démocratie, de droit, de devoir, de religion, de liberté, c'est des mots qui ne veulent plus rien dire, vous comprenez, qui ont chacun pour nous, représente quelque chose qui est son expérience de la vie, mais qui n'est pas celle de l'autre. Dans l'éloge de la fuite, j'y reviens, vous faites le procès de certains mots, comme le mot amour, par exemple, le mot liberté. Ah, oui, bien sûr, il y a longtemps que je l'ai fait, ça, bien sûr. Amour, quand on voit ce que c'est que le fait dont je parlais tout à l'heure, d'avoir des objets et des êtres qui permettent de vous faire plaisir, comme dirait Freud, de maintenir votre homéostasie, comme aurait dit Cannon, au fond, votre équilibre biologique. Eh bien, vous vous rendez compte que l'amour, même quand il paraît le plus altruiste, est toujours égoïste. Et c'est égoïste, c'est pas méchant, c'est pas laid de vouloir se maintenir en vie. Si nous ne voulions pas nous maintenir en vie, on serait mort dès le départ, vous comprenez? Donc, essayez de maintenir sa structure. Alors, quelques-uns trouvent le moyen de le faire en ayant une action dans l'environnement qui les fait admettre et récompenser par ceux qui peuplent cet environnement. D'autres sont plus refermés sur eux-mêmes. Mais tout ça, c'est la même chose. Et finalement, l'amour, c'est l'amour qu'on a pour soi-même, que l'on a l'air de projeter sur les autres. Mais quand les autres ne sont pas d'accord avec cet amour, vous ne les aimez plus. Il faut que les autres vous aiment pour que vous les aimiez. Une chose terrible que vous rappelez aussi, c'est qu'on a tué au nom de l'amour, on a tué au nom de la liberté, on a tué au nom de Dieu. Mais bien sûr, on a tué. C'est des mots qui ont été utilisés pour mener les hommes au meurtre, au génocide, à la guerre, etc. L'amour du gangster, l'amour de la patrie, l'amour de la mer, l'amour. Et alors en plus, personne ne va jamais au fond de cette notion d'amour, qui est une notion biologique. Hein. L'amour, ça n'est pas comme ça dans un crâne. Il faut qu'il y ait des neurones dans ce crâne, il faut qu'il y ait des tas de choses qui... Bon, alors, mais ça, jamais on en parle. Et avec l'amour, on fait ce qu'on veut, on raconte ce qu'on veut. La liberté, oui ou non, Henri Laborie, existe-t-elle? Mais non, elle n'existe pas. C'est encore pour mener les gens au casse-pipe, se faire tuer. Écoutez, est-ce que vous avez été libre de naître? Non. Ah, on vous dit que peut-être
c'est vous qui, votre esprit, qui a peuplé, qui est venu habiter un ovule fécondé. Moi, je veux bien. Enfin, a priori, on n'est pas libre de naître. Alors, où commence cette liberté? À quel moment commence-t-elle? En fait, alors là, je ne place même pas sur le plan biologique, le plan neurophysiologique. Je passe sur le plan simplement, bêtement, bassement sociologique. Dès la naissance, on vous apprend le bien, le mal, le beau, le laid. Tu pisseras pas dans ta culotte, tu ne feras pas caca dans ta culotte. Bon. Ce que vous appelez la niche. Et votre niche environnementale vous conditionne entièrement. Et alors ensuite, vous croyez être libre. Mais toutes vos idées, tous vos jugements de valeur, tous vos automatismes culturels vous ont été inculqués suivant l'espace socioculturel dans lequel vous avez vécu. Alors, et même si vous êtes contre, en vieillissant contre, vous réagissez contre, mais vous êtes conditionné par cet espace. Alors où est la liberté? Si la liberté, c'est le fait d'imaginer, ce qui est propre à l'homme d'ailleurs, parce que nous avons un cerveau orbitofrontal qui nous permet d'associer des éléments collectés dans la mémoire à partir du milieu extérieur qui nous ont été imposés par le milieu extérieur, d'une façon originale. Donc à ce moment-là, mais déjà pour imaginer, de façon originale, il faut être motivé. Si ça ne vous intéresse pas, vous n'imaginerez rien. Un truc qui ne vous intéresse pas, vous ne ferez jamais aucun effort d'imagination dessus. Ensuite, pour imaginer, il faut avoir... Un enfant qui vient de naître ne peut rien imaginer. Donc, il faut qu'il ait appris. Et apprendre, c'est encore entièrement conditionné, déterminé. Donc, même cet espace de liberté qu'est l'imaginaire, je ne sais pas où le situer. Et vous-même, vous avez été déterminé, puisque vous avez perdu votre père médecin, lui aussi très jeune. Oui. Et comme vous l'expliquez, dans la vie antérieure, vous n'avez pas eu à le tuer, vous n'avez eu qu'à être lui-même. C'est vrai. Oui, mais j'étais toujours assez conscient de mon déterminisme. Je ne me suis jamais cru très libre. Hein. Maintenant, si les gens... Je ne veux pas faire de peine à mes contemporains. Moi, je ne suis pas... Vous savez, hein, s'ils se sentent libres, s'ils veulent se croire libres pour vivre heureux, que combien leur fasse. Malheureusement, la liberté aboutit à l'intolérance. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ça qui est dramatique. C'est que la notion de liberté, si vous êtes librement, vous choisissez la vérité. Si l'autre librement choisit l'erreur, eh bien, il faut le tuer. Et c'est ce que vous voyez partout. Tous les gens détiennent la vérité librement. Alors, hein. Alors, le choix que vous avez fait de ce poème de Paul Fort est quand même un choix libre. Je trouve que c'est un choix de mystique. Or, vous vous défendez d'être un mystique. Je ne sais pas ce que c'est qu'être mystique. Je crois effectivement qu'on connaît que la conscience humaine n'est pas la dernière et la plus évoluée dans l'espace-temps. Du moins, je le suppose, on peut le supposer dans le cosmos. Alors, ma cellule hépatique, depuis que nous parlons ce soir, ne participe pas à notre conversation. Et pendant, j'ai besoin de ma cellule hépatique pour parler. Elle est la bienvenue, hein, ceci dit. Oui, non, mais bien sûr, même le whisky qu'on a pu prendre, peut-être qu'elle n'était pas contente, elle, mais enfin, à un niveau d'organisation supérieure, ça faisait plaisir. Ce que je veux dire, c'est que nous ne savons rien, et quand on est bien persuadé qu'on ne sait rien, à ce moment-là, on devient peut-être mystique en ce sens qu'on se dit qu'il y a sans doute quelque chose d'incompréhensible qui nous dépasse très largement et qui fait fonctionner quoi? L'univers, mais on se demande actuellement s'il n'y a pas d'autres univers parallèles. Alors, qu'est-ce que c'est que cet univers limité déjà, avec d'autres univers englobants? On est dans un... On ne comprend rien, on ne sait rien. On vit dans une petite planète bien gentille, enfin bien gentille. Dans une petite planète où on essaie de faire notre trou comme on peut, avec les autres. Ne pas trop les ennuyer parce que s'ils sont plus nombreux, donc ils ne vous louperaient pas. Hein. Et empêcher qu'ils vous tuent prématurément, sans leur faire trop de mal. C'est un ajustement réciproque et c'est tout ce qu'on peut dire. Maintenant, vous dites que je suis mystique, c'est possible. Le mysticisme, qu'est-ce que c'est? Être mélangé au grand tout. Avoir contact avec le grand tout, l'absolu. Ça va être emmerdant parce qu'à partir de ce moment-là, on n'a plus à avancer, on a tout découvert, donc on n'a plus rien à trouver.
Alors voilà, on est comme ça à la RTBF. Vous m'avez dit, mon symbole à moi, c'est un jet d'eau. Alors, le voilà, votre jet d'eau. Il vous convient? Remarquez que je remarque que vous avez beaucoup d'imagination pour arriver à faire en salle de télévision un jet d'eau. Mais c'est tout de même pas les jets d'eau dont parle, que j'aime aussi. On parle Verlaine, les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres. Ce sont des jets d'eau que depuis ma tendre enfance, je m'arrête toujours devant un jet d'eau. Je continue d'ailleurs, parce que pour moi, je l'ai écrit d'ailleurs aussi, c'est le miroir de la vie humaine. Vous avez un prix Nobel belge qui s'appelle Ilya Prigogine, qui a parlé de structures dissipatives et qui montre que les êtres vivants sont des structures dissipatives. Je ne peux pas entrer dans le détail parce que ça serait un peu trop long et trop complexe. Grâce à une énergie, une source énergétique, il transforme le chaos en une structure, le désordre en ordre, et au fond, il dissipe de l'énergie pour aboutir à une structure, c'est-à-dire un ensemble d'éléments reliés entre eux. C'est ce que fait un jet d'eau. Structure souple, variable, instable. Et Prigogine parle d'ailleurs dans ces systèmes vivants qui sont des processus instables. Donc c'est ce qu'un jet d'eau représente finalement. Et je ne le savais pas quand j'aimais dans ma jeunesse, j'aimais les jets d'eau. Je ne savais pas qu'il pouvait être un symbole de la vie humaine. Remarquez que cette structure instable est tout de même stable un certain temps. Mais dès qu'on arrête l'énergie la pression qui la réalise, il n'y a plus de jet d'eau. Et il n'y a plus de structure. Et j'écris aussi la dernière phrase d'ailleurs d'un de mes livres, je crois, autant que je m'en souvienne, c'est un livre relativement récent, c'est pour ça que je m'en souviens, dans le nombre. Dieu ne joue pas au dé. Oui. Je termine en disant, j'ai l'impression quand je vois un jet d'eau, justement, que c'est un miroir de ce que nous sommes. Mais je dis qu'aucune femme au monde, la plus belle femme au monde, ne sera jamais aussi belle qu'un jet d'eau. C'est pas très flatteur pour la jante féminine. Oh c'est pas flatteur pour l'homme, si vous voulez. Parce que quand je pense justement pour la comparer à un jet d'eau, la femme, c'est que je la considère esthétiquement plus agréable à voir que l'homme. Parce que je suis un homme d'ailleurs, ça, bien sûr. Alors vous voyez déjà, l'opinion qu'on peut avoir sur le jet d'eau, sur la femme, vient de votre apprentissage, de toute votre culture, etc. Donc déjà, c'est très suspect. Mais effectivement, le jet d'eau. Alors, je dis dans cette dernière phrase de ce bouquin, mais qu'est-ce que la beauté? Parce que ce qu'on décide d'être beau, il y a des gens qui trouveront quelque chose de beau, puis d'autres qui ne trouveront pas beau. Donc, c'est très subjectif. En réalité, j'ai écrit aussi dans un de mes derniers bouquins, j'ai tout un chapitre sur la beauté du diable en disant, parce que je peins aussi, je suis peintre et j'aime beaucoup peindre. Et en fait, j'aime peindre, non pas, je n'ai jamais exposé. J'ai des tableaux partout, mais enfin, je n'ai jamais exposé parce que je n'ai pas besoin qu'on me dise c'est beau, c'est bien, etc. Bravo monsieur, vous êtes génial. Non, je peins pour mon plaisir. Et mon plaisir, pourquoi? C'est ça que je me suis demandé. Pourquoi est-ce que j'aime peindre? Alors, j'aime peindre parce que je transforme quelque chose que je crois être beau, que je sens moi-même, être beau, mais qu'est-ce que la beauté? En quelque chose de fixe, de stable qui va durer. C'est-à-dire que je fixe dans la durée un moment très instable de mon affectivité. Ça serait un jet d'eau qui serait finalement fixé en glace. Et alors, c'est plus un jet d'eau. Ça ne bouge plus, ce n'est plus instable. Donc, la beauté, je ne sais pas ce que c'est. Et finalement, j'arrive à cette notion que ce que nous appelons être beau, parce que alors là, vraiment, les snobs diront que quelque chose est beau, alors que simplement parce que
ça fait bien d'avoir l'air d'être à la pointe du progrès artistique et de la compréhension artistique. J'ai des tas de choses que je pourrais raconter là-dessus, sur l'excentricité en art. Et bon, j'ai fait un film à la télévision un jour, et puis j'ai interdit qu'il passe, parce que le type qui était l'animateur de qui était le cinéaste qui a fait ça, croyait que lui, il savait ce que c'était que la beauté, que bon, Laborie, il avait simplement à mettre son nez là-dedans, mais j'ai interdit qu'il passe parce que ça m'a révolté. Bon, bref, je passe sur ces détails. J'arrive à cette notion que ce que nous trouvons beau, c'est ce qui est en rapport, je dirais analogique, alors que je ne crois pas à l'analogie, du point de vue scientifique, mais un rapport analogique avec la construction de notre cerveau. Si notre cerveau n'était pas construit d'une certaine façon, le cerveau humain construit d'une certaine façon, il ne serait pas sensible à quelque chose extérieur à lui, et à ce moment-là, il ne trouverait pas beau. Donc ça dépend, d'une part, de tout ce que vous avez appris déjà. Moi, j'aime la musique classique, ce qu'on appelle classique. Schumann, surtout. Ça, c'est romantique. J'ai été élevé avec les grands classiques, c'est-à-dire Bach, même les anciens de la Suisse, Charpentier, Vivaldi, Corelli, etc. Puis Bach, Handel, Haydn, Mozart, bien sûr, Mozart. C'est ça, ce qu'on appelle baroque maintenant, qu'on appelait classique à l'époque. Quand vous parlez de Schumann, bien sûr, c'est ma femme qui l'a fait connaître plus tardivement, et c'est de la musique romantique. C'est splendide. Et finalement, j'aime, parce que ma mère m'a élevé dans la musique, et j'ai aimé des gens qui sont, après le romantisme, qui sont Fauré, Franck, surtout, Chausson, Lequeux, des gens donc qui ne sont pas très connus d'ailleurs, enfin, on le connaît. Quand même de Liégeois, parmi ceux-là. Oui, c'est l'école franco-belge, bien sûr, c'est vrai, je reconnais. Mais uniquement parce qu'on m'avait appris à les connaître et à les aimer, à les entendre. Je les ai entendus. Quand on n'a pas entendu quelque chose, qu'on ne le connaît pas, on ne peut pas l'aimer. Donc déjà, vous voyez, le caractère très, très suspect de ce qu'on appelle la beauté pour quelqu'un, elle est d'une part liée à son apprentissage, et je pense liée à la structure de son cerveau, mais la structure de son cerveau est liée aussi à son apprentissage. Est-ce que c'est ça que vous appelez la prison sans barreaux? Oui. Oui, les barreaux ne sont pas les mêmes que dans une prison, mais c'est des barreaux aussi durs et aussi intransigeants qui sont celles de tous nos préjugés, tous nos jugements de valeur, tout ce que nous avons, ce qu'on a introduit dans notre canne depuis notre jeunesse, et qui fait que nous jugeons telle chose bien, mal, belle, etc. Alors que, dans l'absolu, alors ce qu'on peut dire, c'est que il y a certaines choses, comme Mozart par exemple, qui correspondent tout de même, sans doute, à une structure très profonde du cerveau humain, parce que presque tout le monde aime Mozart. Mais est-ce que parce qu'on l'a entendu plus que d'autres? Je crois qu'il y a peut-être en plus quand même cette... Mozart a exprimé un cerveau qui était sans doute celui de tous les hommes avant, pendant et après lui. Une copie, si vous voulez, de ce qu'il pouvait y avoir dans une structure d'un cerveau humain. Alors, c'est pour ça que j'aime les jets d'eau, je reconnais, et que j'ai toujours aimé les jets d'eau, parce que sur le plan scientifique, il y a un rapprochement entre l'esthétique et la physique. La physique, la biologie. Il n'y a pas de barrière entre les disciplines, et j'ai toujours été, depuis pas mal d'années, interdisciplinaire, en essayant de rejoindre justement ce qui semblait a priori être séparé, ne serait-ce que par exemple l'esthétique et la biologie. C'est deux choses qui semblent séparées, qui sont vraiment uniques ensemble. Maintenant, j'aurais aimé qu'il ait quand même 1,50 m. Pour la prochaine fois. Voilà, d'accord. Henri Laborie, vous nous avez confié tout à l'heure
l'horreur que vous inspirez, le pari de Pascal, maintenant c'est le moment de votre pari. Ah, je vous dirai tout de suite que je ne suis ni gourou ni prophète. Je ne vais surtout pas l'être. C'est étrange parce que dans un de vos livres, vous expliquez que les chirurgiens sont comme de grands prêtres, qu'ils C'est ont vrai. leurs rites, leurs dogmes. C'est vrai. Oui, mais faire un pari, c'est-à-dire prévoir une évolution dans un certain sens à partir des données actuelles, c'est très dangereux parce que j'ai cru à une époque à ce qu'on appelait la prospective. Et c'était l'époque où il y a le Club de Rome qui faisait les scénarios, etc. Je me suis aperçu par mon travail expérimental qu'une hypothèse de travail aussi belle soit-elle, quand on passe à la paillasse, c'est-à-dire à la table d'expérimentation, souvent elle s'écroule. Et une fois sur 10, on a de la chance, ça correspond à peu près à ce qu'on avait prévu. Mais généralement, ça ne correspond pas à ça. Donc on fait, finalement, la vie humaine consiste à faire de la proximospective et pas de la prospective. Demander un pari sur l'avenir, c'est des pas à pas qu'on peut faire. Chaque pas nouveau transforme les anciens et va faire quelque chose de neuf. Alors, il y a une chose que je peux dire tout de même, c'est que jusqu'ici, on a été très loin dans les sciences de la matière, l'énergie, c'est-à-dire, puis Einstein, on sait que matière et énergie, ça ne fait qu'un, quoi, E égale MC2. Bon, elles peuvent s'échanger. Mais on a été jusqu'à la bombe atomique pour me faire comprendre. On a été juste très loin actuellement, au CERN, etc., enfin, un peu partout, dans la connaissance de les caractéristiques intimes de la matière, les quarks, les gluons, etc. Bon. Mais, en dehors de ça, tout ce qu'on appelle les sciences humaines qui, au fond, consistent à étudier les relations entre les individus, la psychologie, la sociologie, l'économie, la politique, pour ne citer qu'elles, en réduction. Elles ont été faites sur le langage. Je n'ai pas eu le temps de développer tout à l'heure le langage, mais là, bon, le langage est extrêmement suspect en lui-même. Alors, il y a une chose dont on n'a jamais pris conscience, jamais pris en compte, pas conscience, c'est la façon dont fonctionne l'instrument qui nous permet d'être en relation avec les autres, c'est-à-dire le cerveau humain. Mais pour la connaître, ça part du gène, de la molécule, même des particules élémentaires, de la molécule, des gènes, des neurones, jusqu'à un comportement. Si vous n'avez pas de comportement dans un espace social, sans un cerveau pour le soutenir. Bon. Or, jamais on n'a pris en compte ça. On a des mots. Alors là, on a des mots. La mémoire, c'est un mot. L'affectivité, c'est un autre mot. L'esprit, c'est un mot. La pensée, c'est un autre mot. La haine, c'est un mot. L'amour, c'est un mot. Tout ça, c'est des mots. Bref, blablabla. Blablabla. Et finalement, mon pari, c'est que on puisse, dans les années qui vont venir, dans le siècle qui s'approche, faire une part, on commence à s'en rendre compte. Quand même, moi, il y a 30 ans, je le répète, mais enfin, ce qu'on appelle les neurosciences. Il faut un mot américain pour le dire, vous voyez, les neurosciences. C'est-à-dire les sciences qui, à partir, mettons de la molécule, pour ne pas descendre au-dessous, à partir de la molécule, gouvernent par niveau d'organisation, neurones, voies neuronales, cerveau, un comportement humain. Mais un comportement humain qui n'est pas isolé, il est dans un espace social, c'est-à-dire qu'il y a en face de lui un autre cerveau. Et il faut voir comment un autre cerveau et d'autres cerveaux, des groupes humains. Et finalement, entre l'individu et l'espèce, il n'y a pas de cassure. Tout se tient par niveau d'organisation. Mais ce qu'il faut trouver, c'est qui rejoint chaque niveau d'organisation entre eux. Or, actuellement, l'individu et l'espèce, ils essaient l'un et l'autre de survivre. Mais entre l'individu et l'espèce, il y a des groupes sociaux. Et ces groupes sociaux, on détiennent tous des vérités et qui ne sont pas celles du groupe d'à côté. Et c'est la guerre, les tueries, les génocides, c'est tout ce que nous voyons. Mais tout ça, uniquement parce qu'on ignore pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est simple à comprendre, c'est relativement facile à comprendre dès qu'on a une vision
historique et présente d'un fonctionnement de cerveau humain. Voilà. Alors, mon pari, c'est que peut-être on arrive un jour à répandre ces notions qui n'ont... Il ne s'agit pas de savoir tout sur l'aldolase ou la succinate des dégénérases, c'est pas ça. Il s'agit d'avoir une notion générale de la façon dont fonctionne votre cerveau et celui du copain en face, de façon à comprendre qu'il n'est pas libre et vous non plus. Et que ce qu'il est, ça ne vaut pas la peine de le tuer, c'est qu'il ne peut pas faire autrement d'être ce qu'il est. Alors, à ce moment-là, on tombe sur la tolérance et on découvre une autre façon de comprendre l'autre et de vivre. Mais sans ça, si c'est simplement sur du langage, c'est foutu. Alors là, le roi beau dire, hein, les dieux, il y en a eu depuis le début des dieux. Hein, et le Christ lui-même a dit, aimez-vous les uns les autres, hein, en commençant par vous-même, comme vous vous aimez vous-même. Puis qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné les tueries, les meurtres, l'inquisition, tout ce que vous voulez. Donc voilà mon pari, c'est qu'on répande à travers le monde des notions aussi simples. Je vais donner un exemple. Dans un de mes livres, vous avez peut-être lu d'ailleurs, un de mes derniers d'ailleurs, j'ai écrit un chapitre, le premier chapitre, d'un biologiste parlant à 2 enfants. Dans l'esprit du grenier. Dans l'esprit du grenier. Et puis quand j'ai écrit ça, je me suis dit, tiens, j'ai un vieil ami qui, depuis 25 ans, fait du laborie et est professeur d'histoire et de géographie, vous voyez, à La Rochelle. Je lui envoie ça et je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit, écoute, je l'ai fait retyper, j'ai distribué à travers la classe, les 2 classes. Si tu veux venir passer 24 heures à La Rochelle, tu pourras questionner les enfants. Je suis allé. Des enfants de 12 à 14 ans, ce que j'ai là-dedans, ils l'ont parfaitement compris, ils m'ont posé des questions intelligentes, parce qu'ils ne sont pas encore enfermés dans leur jugement de valeur. Ils ne sont ni le péniste, ni mitrandiste, ni rien du tout. Ils ont compris ce qu'on peut leur apprendre d'une façon simple et claire. Et à ce moment-là, ils sont transformés dans leur comportement. Ils ne peuvent plus croire à ce qu'on leur raconte, c'est pas possible. Dans la vie antérieure, Henri Laborie, vous vous posez une question terrible. Vous écrivez ceci: les grands sauriens du secondaire ont disparu à la fin du Crétacé. Peut-être notre espèce n'est-elle que l'équivalent des grands sauriens. Peut-être disparaîtra-t-elle pour faire place à quelque chose d'autre. Oui, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein, on n'a pas pleuré sur les grands sauriens du secondaire. Qu'est-ce que serait devenue l'évolution à partir d'eux, à partir des sauriens? Sûrement pas l'homme. Il s'est trouvé que l'évolution a repris 80% ou 95% ou 90% des espèces qui étaient sur notre planète à l'époque. On l'a vu sans doute parce qu'il y a un énorme météorite de 30 km qui est tombé, qui a fait un hiver nucléaire. Bref, elles ont disparu. Et l'évolution est repartie à la fin du Crétacé d'une façon complètement différente. Elle aboutit à l'homme. Bon, il y aura peut-être une disparition de l'homme. Mais ça ne veut pas dire que l'évolution sur la planète, tant que la planète existera, elle a encore quelques bonnes journées à vivre, espérons-le, pour elle, pas pour nous. Peut-être que ça donnera autre chose que l'homme. Que l'homme est une impasse de la... Alors que je ne pense pas que c'est une impasse. Il suffirait de pas grand-chose. Il suffirait qu'on n'ait plus d'hommes politiques. Il suffirait plus qu'on ait... Mais oui, c'est des grands sauriens, ils sont encore à l'époque secondaire, comprenez? Alors, et que tout le monde les croit. Bon. Chez nous, on les appelle les dinosaures. Mais c'est des dinosaures, c'est vrai. Mais c'est des gars. Docteur Laborie, merci pour ce diagnostic terrible sur l'état de santé de notre humanité. J'invite maintenant nos téléspectateurs à prolonger la réflexion en votre compagnie grâce à vos livres. Si tel est votre cas, n'hésitez pas à nous écrire, nous vous enverrons la bibliographie complète des œuvres du professeur Laborie. Notre adresse, Nom de Dieu, RTBF, Palais des Congrès, 4020 Liège. Voilà. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.